pense qu'on doit absolument regarder le prêt, comment il est structuré. Est-ce que mon intérêt est payable tout au long? Est-ce que mon intérêt peut être plutôt arrimé avec le moment où je vais commencer à avoir des revenus? Est-ce qu'il y a des façons de venir obtenir du financement? Là, moi, je ne suis pas une conseillère en financement. Hein? Non, on parle pour parler. Là. Oui, fait que consultez votre banquier. Consultez un courtier hypothécaire PMML. Exactement. Bonjour, ici Mélissa Jacob, courtier immobilier commercial chez PMML. Je suis en compagnie de Julie Robert, CPA, directrice principale fiscalité chez BDO. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, je suis contente d'être ici ce matin. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, Julie, on va parler d'un sujet quand même assez complexe. Est-ce que tu peux nous dire de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Absolument. Donc, on va discuter des règles Eiffel et avant de aller plus en détail sur la signification de ces règles-là, j'aimerais juste rappeler qu'on va faire ici un survol général des règles, mais que si vous avez des questions suite à la présentation, n'hésitez pas à appeler votre fiscaliste. Oui, toujours se référer au fiscaliste. Exact. Parce que là, on va parler d'un sujet, mais dans le fond, pour votre entreprise à vous et tout ça, votre fiscaliste va pouvoir encore plus vous aider ou sinon contacter BDO, puis à ce moment-là, ils vont pouvoir vous aider aussi à répondre à toutes les questions que vous avez sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Absolument. Donc, de quoi parle-t-on? Eiffel, c'est un acronyme en anglais, donc je veux juste vous donner un peu la définition. Là, on parle des Excess Interest and Financing Limitation of Expense. Et en français, l'acronyme, ça serait RDEIF, donc les restrictions sur les dépenses excessives d'intérêt et de financement. Bon, juste vu que Eiffel, c'est plus simple à dire, puis que ça me fait penser à Paris, c'est plus gentil. On va utiliser Eiffel, mais sachez que c'est un acronyme anglophone, donc on s'en excuse à l'avance. Effectivement. Puis, pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Bien, il faut savoir que les règles s'appliquent en 2024. Donc, déjà en partant, c'est important de le savoir. Je pense que ça va débuter là, en 2024. C'est là, on est dedans. On est dedans. Et ça fait plus de 3 ans qu'on en discute de ces règles-là. Donc, ça a été annoncé en 2021 que ça allait être mis en place. Il y a eu beaucoup de projets différents qui ont été proposés par le gouvernement, des projets de loi. Et puis, finalement, là, ça vient d'être approuvé. Donc, c'est effectivement une loi maintenant qui fait partie de la loi d'impôt. Puis, ça s'inscrit dans un contexte mondial. Ça ne sort pas de nulle part. Dans le fond, globalement, là, les pays de l'OCDE, du G20, se sont mis ensemble et essayent de trouver des mesures pour contrer l'érosion fiscale au point de vue mondial. Puis, un des éléments qui a été soulevé, c'est les dépenses d'intérêt. Parce que dans une planification mondiale, ce que certaines corporations pouvaient faire, certains groupes, c'est de prendre des revenus d'intérêt, les envoyer dans un pays où le taux d'impôt est plus bas. Puis prendre la dépense dans le pays où le taux d'impôt est plus élevé. Donc, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire pour limiter ça d'un point de vue mondial? Ils ont établi des règles, puis après, chaque pays doit appliquer ces règles-là. Donc, il y a comme des guidelines ou des règles générales, puis tous les pays de l'OCDE doivent implanter, ils ont un certain temps pour implanter ces règles-là dans leur propre pays. Donc, on en est là. Le Canada fait partie de ce groupe mondial-là et donc a dû mettre en place des règles, mais les États-Unis ont fait la même chose, l'Angleterre, l'Europe. Donc, on n'est pas tout seul. Okay. Puis, tu sais, on le sait, ça impacte les petites, les moyennes entreprises immobilières, mais c'est quoi la différence entre l'impact aussi des grandes entreprises? Donc, dans le fond, les règles, ça s'applique à tous aux contribuables. Les contribuables visés, c'est vraiment les sociétés ou les fiducies. Donc, c'est une société et ça s'applique à toi, sauf si tu es exclu. C'est un peu comme ça que ça marche. T'sais, au début, tout le monde est dedans, mais on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. J'aime comment tu l'appliques. Bien, c'est un peu ça. Fait que là, moi, je dis le but du jeu, c'est d'essayer de trouver comment s'en sortir, si on peut. Hein? Puis c'est là où le gouvernement est venu mettre des exclusions pour sortir les petites et les moyennes entreprises. Certaines, mais ça ne marche pas tout le temps. C'est pour ça que c'est vraiment important de le voir cas par cas. Puis c'est
c'est quel principal contribuable qui est visé là-dedans? Donc, dans le fond, au départ, une chose qui est importante de noter, là, c'est que dans le reste du monde, on fonctionne d'une façon consolidée. Donc, on prend un groupe, puis on regarde, dans ce groupe-là, est-ce qu'il faut qu'il paye des impôts ou pas? Au Canada, nous, on est particulier, parce qu'on est entité par entité. Fait que chaque compagnie doit faire une déclaration d'impôt. Là, nous, on vit dans cet environnement-là, fait qu'on trouve que c'est normal, mais dans le reste du monde, ça ne l'est pas tant. C'est très typiquement canadien. OK. Fait qu'on se casse la tête, nous, au Canada. Oui, c'est ça que tu me dis, là? Au Canada, on aime ça faire les choses à notre manière. Hein? Donc, c'est ça. Puis, et donc, pour être juste envers les autres pays, parce qu'on compétitionne, on est dans un environnement mondial. Donc, nous, on compétitionne contre le monde. Hein? Donc, on est venu, avec cette loi-là, introduire toutes sortes de concepts de consolidation. Donc, ça va être important de garder à l'esprit que je ne peux pas juste regarder ma compagnie ou mon entité ou mon partnership toute seule. Il faut que je regarde les autres entités qui font partie du même groupe. OK. Là, on ne rentrera pas dans comment on fait pour être dans le même groupe parce que on va se perdre. OK. On garde ça simple. On garde ça simple, mais je veux souligner que c'est super important de savoir est-ce que je fais partie d'un groupe ou pas parce que ça change comment je regarde ma situation. Est-ce que tu peux nous donner rapidement, simplement, un petit exemple? Oui, exact. D'un groupe. Par exemple, moi, je suis une compagnie puis je détiens une autre compagnie. Hein? C'est ma filiale à 100 %. Bon, mais il faut que je regarde les deux ensemble. Okay. Ça, c'est assez simple. Oui. Mais, tu sais, un peu plus compliqué. Moi puis mon buddy, on a une compagnie ensemble. Puis moi puis mon buddy, on a une deuxième compagnie ensemble. On pourrait dire que c'est des sœurs. Okay. Eux autres aussi font partie du même groupe. C'est là que ça peut devenir plus compliqué, surtout en immobilier. Des fois, on a les mêmes partenaires qui vont faire plusieurs projets. Des fiducies qui peuvent embarquer aussi. Exactement. Donc là, tu sais, qu'est-ce qui est dans un groupe, ça peut devenir un peu plus complexe. OK. Fait qu'on va laisser ça plus léger aujourd'hui, mais si les gens ont des questions, se référer. Là, s'ils ont plusieurs incorporations, plusieurs partenaires, des fiducies et tout ça, à ce moment-là, ça peut... Donc, dès le départ, on se dit, si vous avez en bas d'1 million de $ de dépenses d'intérêt dans votre groupe, vous êtes correct. Grosso modo, vous allez être correct. Fait que, tu sais, ceux qui ont des petits prêts avec peu d'intérêt pour financer leur projet, vous n'avez pas trop d'inquiétude. Il y a plein d'autres règles qui s'appliquent à vous, mais pas celle-là. Fait qu'on parle de ça, c'est vraiment le minimum, c'est 1 million de dépenses d'intérêt. OK. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer dépenses d'intérêt? C'est quoi au juste, là? Oui. Tu sais, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas les dépenses d'intérêt, c'est quoi? Est-ce que tu peux l'expliquer? Oui. Ben, en fait, on résume à dépenses d'intérêt, mais la vraie définition, c'est dépenses d'intérêt de financement. Et ça peut inclure beaucoup de choses. Ça peut inclure, effectivement, l'intérêt qu'on paye ou qui serait payable. En fait, c'est tout l'intérêt que j'essaie de déduire dans mon revenu. Que je le paye vraiment ou que je l'ai juste inscrit parce que je vais devoir le payer plus tard. Si c'est dans mon état de résultat, si je l'ai passé comme une dépense, ça rentre. Mais ça rentre aussi l'intérêt que j'ai capitalisé dans mon building puis que je vais amortir par la suite. Fait que ça, des fois, c'est plus difficile à suivre. Tu sais, j'avais un gros prêt, je construis mon immeuble, fait que là, j'ai capitalisé mes intérêts. Quand je vais me mettre à amortir, il va falloir que je me souvienne, OK, j'avais des intérêts, ça rentre. Les frais pour obtenir du financement, ça rentre aussi. Donc, puis il y a d'autres choses, des notions de swap, des choses comme ça, là, mais un peu plus compliquées. Mais tu sais, de base, je te dirais que ça, c'est pas mal les éléments les plus importants. Puis comment ces règles affectent-elles spécifiquement le secteur immobilier? Tu sais, c'est pas pour rien que je t'ai invité aujourd'hui. Je travaille dans l'immobilier, puis je sais que ça affecte le secteur immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi là, on parlait de financement? Fait que j'imagine que ça a un certain lien aussi avec tout ce qui est financement. Explique-nous ça, Julie, s'il te plaît. Bien, on ne va pas se le cacher. Là, on vit dans un environnement où en ce moment, les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc, quand on a commencé à parler de ce projet de loi-là, qui est maintenant une loi, taux d'intérêt autour de 2-3 % le taux préférentiel, je parle. Et donc, pour atteindre 1 million de $ de dépenses d'intérêt, ça prenait un prêt qui était quand même assez élevé. Et si je regarde ça, avec les coûts de construction qui, eux, par ailleurs, augmentent. Donc maintenant, si je m'en vais et je veux construire une tour, par exemple, bien, c'est possible que le prêt que je dois lever pour construire cette tour-là soit quand même assez important. Et donc, avec des taux d'intérêt de 7-8 %,
ça arrive assez rapidement que je frappe mon 1 million. Là. C'est pas, on parle pas juste de grandes entreprises. Là. On parle de projets, tu sais, qui sont pas nécessairement la Tour Eiffel. Tu sais, juste un projet normal. Là. On pourrait être visé. C'est pour ça que je pense que c'est important que, oui, au départ, c'était pour les grandes corporations, mais ça s'applique aussi aux moyennes. Peut-être que les petites sont... Ça arrive vite, le million. Oui, le million de dollars d'intérêt, maintenant, ça arrive vite. Plus vite qu'on pense. Oui. Puis en quoi les règles FL limitent-elles les déductions d'intérêt pour les entreprises immobilières? Oui, fait que ça, dans le fond, ce qui arrive, c'est que on a instauré une nouvelle notion dans la loi qui c'est comme un bailleur, le bénéfice... impôt, intérêt, amortissement. Exactement. Donc, on est venu créer un bailleur fiscal. C'est à peu près la même affaire. Là. Okay. On ne rentre pas dans les détails. Les règles du pouce, votre bailleur fiscal va être sensiblement le même que le bailleur comptable. OK. Et j'ai une limite. Je ne peux pas déduire plus que 30 de mon bailleur fiscal d'intérêt. Ça, c'est ma limite. Souvent, on le sait dans les projets de construction ou d'immobilier, je ne suis pas rentable au début. Puis je pourrais être pas rentable pendant un grand bout de temps, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que ma rentabilité va être soit à la sortie du projet, quand je vais revendre, c'est là que je vais être rentable, ou ça va juste venir plusieurs années après. Là. Tu sais, c'est une fois que j'aurai amorti beaucoup de mes coûts, là, je vais devenir rentable. Mais on peut avoir un nombre d'années où on n'est pas rentable. Et un des éléments qui faisait ça, c'est justement ma dépense d'intérêt. OK. Hein? Parce que vu que j'avais une grande dépense d'intérêt, ben, je n'avais pas besoin de payer d'impôts. Mais là, je viens de dire, ouais, mais non. Si tu es affecté par les règles, tu es limité à 30 de ton revenu avant impôt, intérêt, amortissement. Peut-être que j'en ai pas de revenu. Ou peut-être que j'ai du revenu, puis en fait, c'est la situation qui est pire. C'est que j'ai un revenu imposable, puis avant, avec mon intérêt, j'en avais pas de revenu imposable. Mais là, je vais être limitée. Je ne pourrais pas tout le déduire, mon intérêt. Et je pourrais me retrouver dans une situation où il faut que je paye de l'impôt. Et là, c'est là où je trouve qu'il faut vraiment faire attention parce que ça impacte le cash flow. Ça impacte la gestion de la trésorerie. Mm-hmm. Je me ramasse à devoir payer de l'impôt plus tôt que j'avais calculé dans mon projet. Et on le sait, la rentabilité, c'est important. Puis, OK, c'est beau l'impôt, mais ce qui est important, c'est combien d'argent qui me reste. T'sais. Puis si je suis obligée d'en payer à l'avance de l'impôt, bien, j'aimerais mieux le savoir. En tout cas, personnellement, j'aimerais mieux le savoir. Oui, je pense qu'on est tous dans la même situation. On veut le savoir. Puis comment ces règles changent-elles la façon dont les investisseurs immobiliers financent leurs projets? Tu sais, jour 1, moi, je sais, je m'en vais financer un projet. C'est quoi que je devrais savoir? Puis c'est quoi que je devrais faire attention et tout ça? Y a-t-il certains petits conseils que tu peux nous donner là-dessus? Bien, je pense qu'on doit absolument regarder le prêt, comment il est structuré. Est-ce que mon intérêt est payable tout au long? Est-ce que mon intérêt peut être plutôt arrimé avec le moment où je vais commencer à avoir des revenus? Est-ce qu'il y a des façons de venir obtenir du financement? Puis là, moi, je ne suis pas une conseillère en financement. Hein? Non, on parle pour parler. Là. Oui, fait que consultez votre banquier. Consultez un courtier hypothécaire PMML. Exactement. Parce que ça va être vraiment important de voir, est-ce que si dans mon calcul, je me dis, oh, je suis pris, je vais devoir payer de l'impôt plutôt que je pensais à mon projet. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un prêt qui va venir s'arrimer à cette nouvelle règle-là, qui va venir jouer avec le moment où mes intérêts sont payables pour s'assurer que je n'ai pas d'impact? Donc ça, je pense que c'est important déjà juste dans le calcul. Puis, un autre élément, puis on allait s'en parler un peu plus vers la fin, mais je pense que ça serait intéressant d'en discuter maintenant. C'est il y a des nouvelles règles qui viennent exclure la construction de nouveaux logements pour des logements admissibles. Donc, abordables. C'est surtout au niveau du locatif. T'sais. Donc, ça pourrait aussi influencer ma décision. Moi, si je me dis, je n'étais pas sûre que j'allais faire une tour de condo ou une tour de locatif, est-ce que, avec les nouvelles mesures qui sont annoncées par le gouvernement, bien, est-ce que le locatif devient plus intéressant? Parce que là, ça me permet de me sortir de cette règle-là. Donc, je pense que ça, c'est un point important à analyser là, pour... Oui, surtout qu'on a plusieurs investisseurs de multirésidentiels qui nous écoutent présentement. Oui, donc à méditer. À méditer. Quelles astuces fiscales peuvent aider les entreprises immobilières à comprendre l'impact sur les règles FL? Bien, moi, je reviens toujours à modéliser. Moi, ce que je trouve toujours important,
ça c'est ma déformation personnelle, j'aime ça avoir tous les faits pour prendre des décisions. Et donc, je me dis, si après l'analyse, on se rend compte que les règles s'appliquent à moi. Donc, ça, c'est ma première. La première étape, c'est s'assurer à l'aide de notre fiscaliste, ou vous pouvez nous contacter, là, est-ce que les règles, ça s'applique à moi? Si ça ne s'applique pas, on est content, on continue, la vie va bien. Mais si ça s'applique, c'est quoi l'impact? Quand est-ce que j'ai un impact? La modélisation, parce qu'une fois qu'on a les bons faits, on peut prendre les bonnes décisions. Mais si on n'a pas les faits, on ne peut pas juste prendre une décision comme ça. Là. Pour donc, moi, en premier lieu, c'est de savoir si ça nous concerne, si ça s'applique pour nous, dans le fond. Oui, je pense que ça, c'est vraiment la première étape. Est-ce que ça s'applique? La deuxième étape, ça va être quoi l'impact? Si ça s'applique, c'est quoi l'impact? Puis si vous n'êtes pas certain si ça s'applique pour vous ou non, contactez un fiscaliste, va pouvoir vous mentionner là, si vous êtes admissible ou non, justement, là, à ce processus-là, là, IFL. Les différences juridictionnelles, est-ce que les règles FL sont les mêmes partout? Dans tous les pays, au Canada, en France, en Europe, France, Europe, c'est pas mal la même chose, mais en Amérique, est-ce que c'est les mêmes règles partout? Donc, on a dit, il y a eu comme des lignes directrices qui ont été émises, hein? Mais chaque pays a choisi un peu quand même comment l'appliquer. Donc, non, c'est pas exactement pareil partout. C'est une des différences majeures, par exemple. Au Canada, on a mis la limite à partir de laquelle ça s'applique à 1 million de dollars de dépenses d'intérêt. En Angleterre, ils sont à 2 millions. Okay. Donc, on voit déjà une petite différence. Les États-Unis, par ailleurs, eux, ils ont une exclusion plus grande pour leur secteur immobilier. Nous, c'est assez restrictif. Il y a eu beaucoup de lobbying, de fait par l'industrie immobilière afin d'élargir l'exclusion, parce qu'on sait que ça prend des gros prêts pour construire. Et donc, des dépenses d'intérêt, on risque d'en avoir, particulièrement dans le domaine immobilier. Donc, ils ont vraiment essayé de mettre en place des mesures pour atténuer ça, mais pour l'instant, tout ce qu'on a obtenu, c'est vraiment pour certains logements admissibles, donc certains logements locatifs, mais des nouveaux. Fait que c'est pas le building qui a été construit il y a 30 ans que vous allez acheter, ça ne fonctionnera pas. C'est pour pour les nouvelles acquisitions, les nouvelles constructions. Exactement. Okay. Puis est-ce que tu penses qu'au travers des années, ils vont s'ajuster, ils vont modifier la règle? C'est possible, mais je ne parierais pas là-dessus. On n'a pas de boule de cristal. On n'a pas de boule de cristal. Et aussi, il faut savoir qu'il y a eu quand même 3 projets de loi, avec à chaque fois des gens qui sont venus faire des représentations, et puis ensuite un nouveau projet de loi avec des modifications. Donc, il y a eu quand même beaucoup de consultations, ce qui me laisse penser que là, le projet de loi qu'on a en ce moment, là, à moins qu'on se rende compte qu'il y a vraiment des effets autrement désastreux, il risque d'être en vigueur. OK. À partir de quelle date il rentre en vigueur? On l'a dit, hein, on est dedans. On est dedans parce que le 24 juin dernier, hein, la loi a été sanctionnée. Et donc, ça s'applique pour les années fiscales qui commencent à partir du 1er janvier 2024. Donc, quand je dis que ça s'applique maintenant, là, c'est que si votre année fiscale commençait le 1er janvier 2024, là, on est maintenant, on est en 2024, bien, ça s'applique cette année. Et donc, quand vous allez faire... C'est là. Quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, par exemple, si votre année se termine le 31 décembre, quand on va faire la déclaration en juin prochain, en juin 2025, bien, il va falloir tenir compte des règles FL, savoir si ça s'applique ou pas. Puis si ça s'applique, bien, il y a des nouvelles choses à faire. Donc, ça alourdit la conformité pour les contribuables. Effectivement, c'est quelque chose à prendre en considération. Puis, tu sais, je discute avec mes investisseurs, avec mes propriétaires d'entreprises, puis ils ne sont pas tant que ça au courant de la nouvelle réglementation EFL. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait une vidéo. On veut que vous soyez informés, on veut que vous puissiez aller rechercher les ressources nécessaires pour aller chercher l'information nécessaire face à ça, parce que c'est quelque chose qui impacte. Oui, il y a eu vraiment beaucoup de changements là, au point de vue fiscal. Dans les dernières années, on est comme dans une espèce de moment suractif, avec beaucoup de nouvelles règles, de nouvelles lois qui sont mises en œuvre. Et puis, ça complexifie l'environnement, parce que de suivre ça, c'est compliqué. Même pour nous, c'est compliqué. Oui, on l'a vu. J'ose à peine imaginer pour les gens, donc c'est pas le travail d'être fiscaliste. Là. Mais on l'a vu avec la nouvelle loi sur la hausse du gain en capital du 25 juin.
Les gens comprenaient à moitié. L'information n'était pas complète, donc c'était vraiment d'éduquer, vous, en tant que fiscaliste, là, les personnes pour dire la loi n'est pas encore appliquée, mais elle va rentrer quand même en vigueur si elle est appliquée à partir du 25 juin. Là. Oui, disons qu'on a eu plusieurs lois rétroactives. Et ça en est une. Mais celle-là, le gouvernement plaide que ça fait depuis 2021 qu'ils en parlaient. Donc, eux, leur point de vue, c'est qu'on devrait être au courant. Moi, je vous le confirme, c'est vraiment loin d'être tout le monde. Donc, si vous n'aviez jamais entendu parler, c'est normal. Sentez-vous bien, bien normal. Il y a des fiscalistes qui n'ont peut-être jamais entendu parler non plus. Oui. Donc, mais on est vraiment là. Je pense que d'en parler, ça va aider. Puis poser des questions. Si vous n'êtes pas sûr, c'est toujours mieux de poser la question puis de réaliser que ça ne s'applique pas à nous. Puis là, on est content. Au moins, on dort sur nos deux oreilles. Pour l'année. Hein? Oui, pour l'année, parce qu'on ne sait pas en 2025 qu'est-ce qui va sortir. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de la façon dont les règles FL pourraient influencer des décisions d'investissement immobilier? Donc, exemple, j'ai un immeuble de 72 logements que je veux construire ou de 400 logements que je veux construire. Qu'est-ce qui pourrait influencer là, mes décisions face à mes acquisitions puis mes projets là, immobiliers? Oui, absolument. Donc, on parle de multirésidentiel, mais ça pourrait être du commercial aussi. Ah oui, oui, parce que cette règle-là, bien que là, on en parle dans le secteur immobilier, mais ça s'applique à tous les contribuables, tous secteurs confondus. Donc, toute entreprise. Toute entreprise. Et puis aussi, un autre élément, souvent dans le domaine immobilier, on fonctionne par société en commandite. Ça peut arriver. C'est important de réaliser que même si la loi, ça s'applique aux sociétés, aux Inc. et aux fiducies, mais les sociétés en commandite, c'est comme des passoires. Donc, elles vont juste attribuer à leurs partners, à leurs associés, les intérêts qui seraient déductibles ou pas. Là. Donc, la limite du partnership va être attribuée à ses associés. Ça, c'est juste souligné parce qu'on dit « Ah, c'est les sociétés, c'est les fiducies. Moi, je suis une société en commandite, ça ne m'affecte pas. » Ouais, non, ça pourrait t'affecter quand même. Donc, dans le fond, tu payes de l'impôt. À part si c'est particulier, là, mais tu payes de l'impôt parce que tu as une incorporation, tu dois faire tes rapports d'impôt pour entreprise. Ça peut s'appliquer. Ça peut s'appliquer. Oui. Donc, comment ça pourrait influencer? Je le vois de deux façons. Donc, je le vois avant même de mettre un prix sur comment je pense que je vais pouvoir vendre ou louer, j'aimerais savoir, moi, combien d'impôts je vais devoir payer. Parce que ça pourrait influencer. On sait que le calcul de la rentabilité, c'est important avant de mettre en place des projets. Et donc, c'est pour ça que je reviens à la modélisation. Au moins de le savoir, ça va me permettre d'être sûr que je fixe un prix qui va faire que mon projet va être rentable. Donc, peut-être le rentrer. Je sais que j'ai des investisseurs, des développeurs qui ont un cruncher. Fait que peut-être rentrer cette statistique-là aussi dans votre cruncher, ça pourrait être un bel atout là, pour justement regarder le potentiel du projet convoité. Puis l'autre chose, c'est sûr que il y a plus d'exclusion quand on est strictement canadien. Fait qu'il va y avoir aussi comment je gère mes investisseurs étrangers qui veulent venir investir dans mon projet pour être sûr que si c'est ça qui fait la balance entre je suis affectée, je ne suis pas affectée, je veux le savoir. Donc, avant de mettre le projet, quand je vais aller chercher mes investisseurs, je veux regarder ma structure. Est-ce que ça fait en sorte que là, je tombe dans les applications, en fait, que je ne peux pas me sortir du projet? Je comprends. Qu'est-ce que les entreprises immobilières doivent faire pour rester en conformité avec les règles FL? Oui, donc, c'est pas qu'on aime ça, mais on rajoute de la conformité. Hein? Donc, à partir de l'année prochaine, donc pour l'année, dans le fond, pour toutes les déclarations qui vont être produites pour l'année 2024, il va y avoir un nouveau formulaire, donc un nouveau TP 130. OK. Mais là, il n'existe pas encore. Hein? Fait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le formulaire. Ce que le gouvernement a dit, c'est qu'il allait mettre en place une équipe. Donc, moi, je m'attends dès cette semaine, la semaine passée, disons que tout le monde était un peu en congé ou juste se reposait, mais qu'il va avoir en place un comité pour répondre aux appels. Fait que ça aussi, ça peut être une autre façon pour les contribuables. Hein, ils peuvent communiquer avec
l'ARC pour avoir de l'information sur comment ils vont devoir remplir. Donc, essentiellement, il va falloir venir prouver par un calcul, est-ce que mes intérêts sont déductibles ou pas? Est-ce que dans le formulaire, il va falloir prouver qu'on est exclu? Ça, je ne le sais pas encore. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Tu sais, comment on va arriver à prouver au gouvernement, OK, moi, je suis exclu, donc je n'ai pas besoin de faire le calcul. Est-ce que ça va être comme un formulaire en 2 temps? Je prouve que je suis exclu, je n'ai pas besoin de compléter le reste du formulaire. Si je suis inclus, je suis visé, bien là, il va falloir que je prouve que mes intérêts sont déductibles. Donc, on a tous hâte de voir l'arrivée de ce document. Hein? Oui, on attend avec impatience, là, parce que je pense que ça va clarifier c'est quoi le niveau de difficulté de se conformer. Et évidemment, mais si on ne se conforme pas, c'est un peu comme dans tous les autres formulaires gouvernementaux, ça ne devient jamais prescrit. Mm-hmm. Donc, si je devais fournir le formulaire et que je ne l'ai pas fait, bien, mes années sont ouvertes à perpétuité. Puis ça, c'est quoi le risque de ça? C'est que le gouvernement peut revenir 10 ans plus tard puis venir vérifier. Donc, on veut s'assurer d'être conforme parce que quand on est conforme, après 3 ou 4 ans, ils ne peuvent pas revenir. Donc, si on n'est pas conforme, le dossier, comme tu dis, reste ouvert. Il reste ouvert pour toujours. Donc, tu sais, être conforme, ça amène une certaine paix d'esprit, là. Puis, on le sait, il y a déjà assez de risques juste dans avoir une entreprise. On veut avoir un peu de confort. Donc, je pense que ça, c'est mieux de se conformer aux règles pour ça. Merci beaucoup, Julie. J'espère que vous avez au moins compris quelques petites choses dans toute cette discussion fiscale aujourd'hui. Comme on l'a répété à maintes et maintes fois, si vous n'êtes pas certain que c'est applicable pour vous, si vous avez des questions, fiez-vous à un fiscaliste. Vous avez votre fiscaliste. Si vous n'avez pas de fiscaliste, BDO a des fiscalistes qui peuvent répondre à vos questions. Ils s'y connaissent très bien par rapport à tout ce qui englobe le FL et la fiscalité. Donc, référez-vous, décrochez le téléphone, appelez-les. Puis, sinon, bien, je vous invite à regarder les autres capsules PMML. Puis, un énorme merci, Julie. Et ça m'a fait plaisir. Merci à toi. Merci.